Bon, les gens, je voulais regarder l'université islamo-gauchisme. Ça vous dit? Ça fait un moment que je voulais regarder ça. Donc, on va regarder. Apparemment, je sais pas si vous êtes au courant, mais ça fait 10 ans qu'on nous dit que l'islamisme a infiltré l'université. Si l'islamisme avait vraiment infiltré l'université, bah déjà, je pourrais prier à l'université. Sauf qu'il n'y a aucun lieu de prière. Donc c'est quoi cet islamisme qui empêche les gens de prier? C'est vraiment un islamisme bas de gamme. Mais on va regarder ça. Ça tourne encore plus en rond que... Bah là c'est Rougier, Bernard Rougier, qui a écrit pas mal de merde. Et qui a écrit un livre où d'ailleurs je suis cité dans son livre. C'est Les territoires perdus de la République. Et donc Bernard Rougier, c'est tout le lore Keppel, Micheron, tout le lore des universitaires islamophobes, grosso modo. Bonjour Bernard Rougier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes sociologue, donc spécialiste du Moyen-Orient. Sociologue spécialiste du Moyen-Orient. Allez, let's go. Allez, fais-nous rêver le sociologue spécialiste du Moyen-Orient. Let's go. Auteur en 2020 d'un livre qui avait beaucoup fait réagir à l'époque, Territoire conquis de l'islamisme. Ah oui, pas territoire perdu de la République, territoire conquis de l'islamisme. Je suis cité dans ce livre. Ce livre est nul et en plus, c'est pas son livre. Il a envoyé plein d'étudiants faire des enquêtes et il en a fait un livre. Le fruit d'une longue enquête, minutieuse enquête. Voilà, sous la direction de Bernard Rougier. C'est-à-dire Bernard Rougier, il est arrivé à la fin, il a fait ok, c'est bon, allez, on met dans le livre. En particulier dans un certain nombre de quartiers que vous aviez mené cette enquête avec des étudiants. Que vous inspirent ces propos donc du ministre de l'Enseignement supérieur, Philippe Baptiste? C'est du déni. Je pense qu'il sait que le phénomène existe. Mais attends, quels propos? On est d'accord qu'on n'a pas les propos. J'ai commencé la vidéo. Est-ce que vous pouvez me dire quels propos, de quoi il parle? Donc j'imagine que vu que Rougier dit que c'est du déni, j'imagine que le ministre de l'éducation, je sais pas quoi, a dû dire que non, il faut pas exagérer l'islamisme à l'école. Mais on va voir. Ça vous a surpris qu'il dise ceci sur LCP parce que... Oui. Mais qu'ils disent quoi? C'est quoi cette vidéo? Il a dit quoi? C'est une catastrophe. Montrez-nous ce qu'il a dit. C'est quoi cette chaîne? Non. L'une de ses prédécesseurs, Oui. Frédérique Vidal à l'époque, avait elle dit l'extrême inverse. Mais justement, et elle en avait payé le prix assez fort en termes de réaction et de réaction d'indignation. Il a dit qu'il n'y avait pas grand-chose en bref. Oui. Non mais il faut savoir qu'à l'université française, rien que parler de race, c'est encore compliqué les gens. C'est encore compliqué et eux, ils vont nous faire croire qu'on est devenu majoritaire, nous les islamistes, on est devenu majoritaire à l'université. Mais qui? Citez-moi déjà un universitaire musulman. Vous avez qui en tête quand vous dites un universitaire musulman français? Je suis en train de chercher de mon côté. Non, universitaire français, il n'est pas français, Tariq Ramadan. Et en plus, il ne travaille pas à l'université française. Citez-moi un universitaire français là qui travaille à l'université connue musulman. Zinedine Zidane, il y a pas grand-chose quoi. Il y a rien quoi. J'ai pas de nom en tête. Ça va être que dans les trucs de études d'islamologie ou des trucs comme ça quoi. Ce qui est quand même étonnant, c'est qu'évidemment que le phénomène existe. Évidemment, il est, si vous voulez, on pourra en reparler évidemment, porté par des mouvements ou une sensibilité plus exactement d'extrême gauche. Donc en gros, l'islamisme en France dans les universités est porté par les universitaires d'extrême gauche. Donc en gros, il est en train de nous expliquer que tu as des lordons qui amènent l'islamisme à l'université, ce qui est... Oui, c'est normal, c'est logique, il n'a pas besoin de le prouver, ça se voit en fait. Là, vous demandez des preuves, il y a juste à ouvrir les yeux. C'est tout. Et que cette sensibilité existe dans l'université, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il faut, c'est maintenir un certain pluralisme. C'est-à-dire que, ok, il y a de l'extrême gauche à l'université, mais il faut un pluralisme. Donc s'il y a de l'extrême gauche à l'université, il faut s'assurer qu'il y ait de l'extrême droite. Ah oui, mais moi je suis du centre, monsieur. Moi je suis du centre, je suis pour la diversité des études. Je vois pas pourquoi, s'il y a l'extrême gauche à l'université, il n'y aurait pas l'extrême droite. C'est quoi ouais, excuse-moi, ça me paraît logique. Or, ce courant a des moyens considérables, c'est lui qui a le pouvoir. Parce que quand il crée la persécution, il cache évidemment que les recrutements... Attends, c'est qui il? C'est de qui il parle là? Je comprends pas. Qui a le pouvoir? On est d'accord que c'est pas clair là, qu'on sait pas trop de qui il parle là. Les budgets, une partie des revues scientifiques... Le ministre, il veut dire? Les évaluations, ce sont des gens de cette sensibilité, au moins dans le champ qui est le mien, qui le font. Et donc le pouvoir réel, le pouvoir universitaire, le pouvoir d'influence, le pouvoir d'obtention de crédit, c'est eux qui l'ont. Ça fait pas du tout un truc très très conspirationniste, très complotiste, très... Le pouvoir réel, c'est eux qui l'ont. Voilà, ils ont l'argent, c'est eux qui décident de tout. Ah ouais, si seulement les islamo-gauchistes, les vrais, étaient vraiment financés à l'université... Voilà quoi. Et de temps en temps, il est normal qu'on demande à l'État de remplir sa mission essentielle qui est d'assurer le pluralisme. Et donc demander à l'État que ce soit pas que l'extrême gauche qui ait le financement, il faut que ce soit aussi l'extrême droite. C'est-à-dire que lui, il est en mode ok, les antiracistes, ils ont des financements, mais les racistes,
Voilà, moi je suis pour le pluralisme. L'État doit assurer le pluralisme de l'université. Et donc si pour chaque antiraciste qui a un financement, il faut qu'il y ait un raciste qui ait un financement. Je vois pas pourquoi on serait opposé à cette idée. C'est la neutralité académique. Cela étant, c'est pas nouveau. Si nous avions été dans les années 50, la plupart des universitaires étaient marxistes et les non-marxistes ont eu énormément de mal à avoir une position dans l'université. Mais en plus, moi il y a un côté... Tu sais, ils se demandent pas comment ça se fait que dans ces universités, il y ait tant de gens d'universitaires qui trouvent les idées de Marx intéressantes, tu vois. Pour eux, c'est juste une infiltration marxiste. Ils se disent pas que plus tu étudies le sujet, plus peut-être tu te dis, peut-être que, tu vois, si les universités tendent plus à gauche, c'est peut-être qu'il y a une raison, quoi. Le phénomène n'est pas nouveau. Cette fois-ci, il est porté par une autre sensibilité qu'on appelle de cette expression islamo-gauchisme, on pourrait la remplacer par une autre, un mélange de tiers-mondisme et de défense inconditionnelle des musulmans. Mais j'aimerais si seulement l'université était tiers-mondiste, tu vois. En plus, ça veut dire quoi, tiers-mondiste? Qu'est-ce qu'il entend par tiers-mondiste? Genre, ils sont pro-tiers-monde. Tu sais, cette expression, on pourrait dire tiers-mondiste. C'est-à-dire, parce qu'en plus, je comprends pas, qu'est-ce que ça voudrait dire aujourd'hui dans le monde actuel? Qu'est-ce que ça veut dire tiers-mondiste, tu vois? Et en plus, soutien inconditionnel des musulmans. Mais c'est tellement faux quand tu vois tous les musulmans qui ont subi la répression de l'État et que la gauche a hésité ou n'a pas soutenu sous prétexte que c'est bizarre. Genre Iqiyoussen, qui parle encore de tiers-mondisme. Un universitaire en 2025 trouve que le terme tiers-mondiste est cohérent pour parler de certains universitaires aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment, est-ce que vous, en tous les cas, vous l'avez vécu peut-être, qu'il y a certaines choses aujourd'hui que... Oh là là, on peut plus dire, mais qu'est-ce qu'on peut plus dire? Il y a eu un rapport piloté par l'État sur l'entrisme des frères musulmans. Je veux dire, quelle est la meilleure preuve de ta liberté d'expression totale que déjà tu es invité partout, Rougier, tu es souvent notamment invité au Figaro, tes livres sont publiés, tu peux passer à la radio, tu peux passer dans les journaux, et même maintenant il y a l'État qui fait des rapports qui vont dans ton sens à toi sur l'infiltration des frères musulmans. Quelle est la limite de leur liberté d'expression? Je comprends pas à quel moment ils peuvent se dire victimes de censure. Je ne comprends pas. Si je peux rendre hommage à Boualem Sansal, je reprends... Oh là là, mais même Boualem Sansal. Alors voilà, très très bon exemple. Boualem Sansal veut dire l'État français est à fond pour la libération de Boualem Sansal. Retailleau exige la libération de Boualem Sansal. Elle est où la censure? À quel moment tu pourrais pas dire que tu veux la libération de Boualem Sansal? L'une de ces interrogations. À quel moment avons-nous cessé d'être intelligents ou simplement attentifs? Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur Boualem Sansal. Il est nul. Je vous jure les gens, moi je l'avais jamais entendu. Je vous le mets là. Allez voir la vidéo. Le mec est médiocre. Il est vraiment médiocre. Et c'est juste parce que c'est un Algérien pro-français qu'il est sucé par l'extrême droite. Sinon, même eux, ils verront la nullité de Boualem Sansal. Intellectuellement, c'est médiocre. J'étais au Panthéon aujourd'hui. Il y a son portrait de 2 mètres devant la mairie du 5e arrondissement. Mais on est censuré. Oui. Il est impossible de dire à la télé que tu soutiens Boualem Sansal, c'est évident. Quand j'ai publié mon livre, le dernier, Les territoires conquis de l'islamisme, l'enquête portait sur l'offre d'islam en montrant le poids des réseaux islamistes transnationaux, frères musulmans, salafistes. Le livre est nul, il faudrait qu'on fasse une critique du livre. Je crois qu'il y a Hamza Esmili qui avait fait une critique pour Contretemps. Je ne sais plus moi si j'avais écrit un truc. Je me demande si j'avais pas écrit un truc pour le QG décolonial. Regardez Territoire conquis de l'islamisme, QJD colonial, mais c'est ridicule, l'enquête est ridicule. Le poids de l'islamisme, tu lis le livre, tu te dis mais c'est ridicule ce poids. Genre ça inquiète la France? Je ne m'en prenais ni à l'islam en tant que tel, surtout pas, ni et encore moins aux musulmans, mais à des groupes militants si vous voulez. J'ai fait l'objet évidemment de critiques extrêmement dures qui n'ont pas tellement porté sur le fond, mais qui ont porté sur ma personne. Non, ça a porté sur le fond, là il est malhonnête. Ça a d'essayer de balayer les critiques en mode ça attaquait pas le fond mais la forme, c'est pas vrai. D'ailleurs il y a beaucoup de critiques sur le manque de rigueur scientifique de son enquête. Ce milieu a cherché à vous faire taire? Oui, bien entendu, enfin à m'intimider si vous voulez, par des plaintes. Donc j'ai passé un certain nombre de temps pour... Je ne sais pas qui a porté plainte contre son livre. Moi c'est évident que je ne veux pas porter plainte. Je crois qu'on m'avait contacté pour ça. Si je me rappelle, je crois qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit est-ce que ça m'intéressait de porter plainte. C'est
c'est ridicule. Je trouve ça ridicule de porter plainte sur ce livre, quoi. C'est nul. Faut juste dire que le livre est nul, quoi. C'est voilà. 5 affaires, 5 plaintes à la 17e chambre. Ça, c'est des moyens d'intimidation. Consacrés à une revue qui a été, je ne sais pas comment, reconnue comme revue scientifique du CNRS, alors que c'est une revue militante d'extrême gauche. Alors que lui, mais ça, c'est toujours l'avis des islamophobes comme Bernard Rougier, lui, il est amilitant. C'est évident qu'il est amilitant. Tous ses livres sur l'islamisme, les réseaux islamistes, le danger de l'islam, et même ses collaborations avec certaines personnes, ou même son passage par exemple au Figaro, là son passage au Figaro où il critique l'islamo-gauchisme à l'université, ce n'est pas militant parce qu'il est apolitique, il est neutre. Alors que l'extrême gauche, c'est des militants, donc c'est pas scientifique. Mais ça marche pas pour lui. C'est exactement un procédé stalinien pour essayer de caricaturer tout mon parcours intellectuel et académique. C'est une honte. Oui, il y a eu stalinien, oui, c'est le bigot total. Stalinien, censure, procès, c'est le bingo. Est-ce que vous avez reçu, malgré tout, du soutien par rapport à cela ? J'ai eu quand même la protection fonctionnelle de mon université. À ce titre-là, je suis très reconnaissant à la Sorbonne Nouvelle de m'avoir aidé à conduire les procès et à les gagner tous. Alors, mais simplement, le champ intellectuel est dominé par cette sensibilité aujourd'hui. Et les premiers qui disent... Non, mais, il y a la majorité des chercheurs trouvent ton livre nul, c'est-à-dire la sociologie, les sociologues, les spécialistes du sujet trouvent en majorité ton livre nul. Et toi, ton explication, c'est parce que c'est des gauchistes. Là, il n'y a aucune remise en question sur son enquête, sur son angle idéologique. Non. Vous avez tort, en fait. C'est juste que, voilà, vous êtes nuls et vous êtes des gauchistes, vous êtes des islamo-gauchistes, vous êtes des militants. Ouais. Ce que vous décrivez là, et notamment ce que vous avez vécu, mais que d'autres ont pu vivre, avec notamment le cas plus récent de Fabrice Balanche à l'Université de Lyon, ce sont les preuves justement de l'existence de ce mouvement islamo-gauchiste à l'université, selon vous ? Alors, ok, les preuves de l'islamo-gauchisme, de l'infiltration islamo-gauchiste à l'université, c'est qu'on dit que les livres de Rougier et de l'autre sont de la merde. Ils ont toujours la possibilité de faire leurs cours, ils ont toujours la possibilité de publier leurs textes, ils ont toujours la possibilité d'intervenir à la télé, de faire des conférences et tout. Voilà, ils ont toute cette possibilité-là. Mais le fait qu'on critique le fond de leurs livres, autant la forme, c'est-à-dire la forme et le fond, et notamment la rigueur scientifique de leurs livres, est la preuve que l'islamo-gauchisme à l'université. Non mais c'est facile, voilà. C'est tout. Voilà, c'est ça la preuve. Et ils sont universitaires. Ce sont des chercheurs. C'est un sociologue. Et lui, la preuve, c'est que on me critique. Et si on me critique, c'est forcément qu'on est un islamo-gauchiste. Balanche, ça fait longtemps qu'il est en ligne de mire, si j'ose dire. Là, il a été particulièrement choisi pendant des militants qui ont voulu interrompre son cours. Quand vous avez un vice-président d'université qui dit que Hassan Nasrallah sera pour toujours dans nos cœurs au panthéon de nos... je vais pas en dire plus, mais ok, mais il faudrait voir ce qu'il a dit sur la Palestine. Après ça, veut dire ça par contre, les gens, ça a toujours existé, des manifestations. Veut dire l'université est un lieu public et c'est un lieu d'enjeu de lutte de pouvoir, de lutte politique. Et moi, s'il y a un professeur qui a des idées fascistes, je pense que c'est légitime d'avoir des interventions antifascistes et notamment de perturber le cours. Ah, moi, c'est mon avis. Hein. C'est mon avis. C'est un prof qui diffuse des idées fascistes, c'est une bonne chose antifasciste de venir perturber le cours. C'est quand même oublier que son organisation, celle de Nasrallah, a tué des professeurs, à commencer par un chercheur du CNRS, qui était Michel Seurat, qui a été enlevé et tué par le Hezbollah. Après, moi, je connais des gens, je connais le Figaro et je connais des professeurs qui soutiennent Israël, quand bien même Israël bombarde, alors pas seulement des professeurs, mais des universités. Voilà, je veux dire, moi je veux bien le truc c'est quand même pas cool de soutenir Nasrallah parce que Nasrallah a tué, son organisation a tué des professeurs. Mais je veux dire, alors que dire des professeurs, ou notamment toi, qui peuvent apporter leur soutien à Israël, alors que Israël, c'est des universités entières qu'ils ont bombardées. Donc il y a quelque chose ici qui est la négation même de la liberté universitaire, et on sait la manière dont le Hezbollah a traité tous les dissidents chiites au Liban et au Sud-Liban, et notamment les intellectuels communistes. Donc vous voyez, cette réunion entre l'extrême gauche et l'islamisme fonctionne ici dans la société européenne. Dans les sociétés orientales, il y a longtemps qu'elle ne
fonctionne plus. Ok, c'est son truc habituel. Attention les gauchistes, hein, vous allez être les premiers tués par les musulmans. Hein. C'est ça qu'il a dit grosso modo. Ça, c'est l'Iran en fait. Vous avez pas vu les gauchistes, l'Iran? En fait, si vous êtes avec les musulmans, ils vont vous tuer au final. Donc faites gaffe. Non mais c'est toujours le même argument. J'en peux plus. J'en peux plus. L'université, c'est pas un concept occidental qu'on aurait plaqué sur le Moyen-Orient. Ah, après les universités, c'est d'abord voilà, c'est de chez nous. Mais j'aimerais comprendre ce mouvement islamo-gauchiste. Vous vous rendez compte que, je veux dire, il n'y a aucune rigueur scientifique derrière le terme islamo-gauchisme. Qui est islamo-gauchiste? Qu'est-ce que ça veut dire islamo-gauchiste? Et lui, il sait très bien que le terme islamo-gauchisme est fragile. Il a dit ah non mais on peut utiliser un autre terme et ça a été tiers-mondiste pro-musulman. Tiers-mondiste qui défend de manière inconditionnelle les musulmans. Pour être tout à fait complet, le ministre donc Philippe Baptiste, il dit que ce terme d'islamo-gauchisme n'existe pas en tant que terme universitaire. Vous décrivez un mouvement politique, sociologique. Qu'est-ce que ce mouvement précisément? Si vous voulez, il ne se revendique pas en tant que tel. Ceux qui l'animent sont beaucoup plus malins. Ce sont encore une fois des militants d'extrême gauche qui considèrent que les musulmans dans le monde ont le statut de population discriminée et oppressée. Ce qui me paraît pas aberrant, ok? Donc en gros, il y a une extrême gauche qui lutte contre l'islamophobie et qui veut dire, en plus, ils sont en train de pas dire que par exemple, je sais pas, dans des pays arabes, voilà, en Arabie Saoudite, je pense pas que l'extrême gauche va dire qu'en Arabie Saoudite, au sein même de l'Arabie Saoudite, les musulmans sont discriminés. Ça n'a aucun sens. Je connais personne d'extrême gauche qui va dire ça. Par contre, en termes de géopolitique, quand on voit les guerres au Moyen-Orient, il y a des arguments qui pourraient te laisser penser que effectivement les musulmans sont des corps qu'on peut facilement éliminer. Je pense que l'exemple de la Palestine l'a assez bien montré. Et que par conséquent, il ne faut pas critiquer la religion et encore moins critiquer l'islamisme. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'extrême gauche qui sont en mode faut pas critiquer l'islamisme. Oui. Ça, eux, ils font toujours, en fait, leur astuce, eux, ils disent, mais attendez, parce que la position majoritaire à gauche, c'est plutôt de dire, dans l'absolu, ils sont anti-religieux, tu vois. Par contre, c'est un peu ce qu'avait montré Mona Cholès dans un article, de dire, mais c'est quand même bizarre d'avoir comme priorité la critique de l'islam aujourd'hui en France. C'est bizarre d'avoir ça comme priorité. Eux, ils ont transformé ça en mode, ils sont contre la critique de l'islamisme, et quand ils disent ça, on sait très bien ce que vont comprendre les gens, en mode, l'extrême gauche ne veut pas qu'on critique Daesh. Toujours la même merde, toujours le même truc. Voilà, vous avez vu l'extrême gauche, ils veulent pas qu'on critique Daesh ou le Hamas. Non, mais c'est pas ça la position, c'est pas du tout ça. Parce que ça serait infliger une violence symbolique à des dominés. Donc c'est une sociologie de la domination, c'est ce qu'on appelle vraiment voir tout le monde à travers le monde social à travers les mécanismes de la domination. N'importe quoi. C'est ça la sociologie de la domination, voilà. Non, mais sociologue, chercheur à l'université. Hein. Mais en fait, il est au Figaro, il peut dire n'importe quoi. Je suis sociologue, hein. Donc je peux vous dire, je pourrais raconter n'importe quoi. Je peux être caricatural sur l'opposition et raconter n'importe quoi. Ce sont des sociologues de la domination, ils voient tout par la domination. Mais en plus, ce qui est absurde, parce que là, il est en train de dire, eux, ils voient tout par la sociologie de la domination. Pour eux, tout est domination. Par contre, je suis venu vous dire que je suis un peu dominé à l'université parce que je suis dominé par l'islamo-gauchisme qui domine l'université. Donc toi-même, je veux dire, si on prend ta logique et ta lecture débile de ce que serait la sociologie de la domination, bah, toi-même, t'es dans une lecture de la domination. En fait, tu as totalement expliqué le fait que tes écrits étaient rejetés par des universitaires par l'idée que l'université est dominée par l'islamo-gauchisme et donc va dominer ceux qui ne sont pas islamo-gauchistes. Et considérer que les musulmans forment une population particulièrement discriminée. Alors, il a ajouté particulièrement discriminée parce que pour lui, ça aurait été trop difficile de dire que les musulmans ne sont pas discriminés. Là, il a insisté sur particulièrement discriminés, qui est grave de penser qu'ils sont particulièrement discriminés. Après, moi, je pense qu'ils sont particulièrement discriminés, les musulmans. Mais là, quand même, on abuse, là, non? Willy Beauvalet-Haddad, vice-président de l'université Lyon 2, a annoncé sa démission ce lundi 5 mai. Il estime être victime d'une campagne de dénigrement en raison de ses positions concernant le Moyen-Orient. Et c'est quoi ces positions concernant le Moyen-Orient? On peut le savoir. Le vice-président démissionnaire est pro-pal d'écolo, d'accord. Et c'est quoi les pressions qu'il a eues? Je savais pas ça. Donc, en gros, le président de Lyon 2, d'ailleurs, ça m'aurait étonné que le président de Lyon 2 soit pro-israélien, parce que Lyon 2, je ne sais pas si vous connaissez, mais par rapport à Lyon 3, Lyon 2 est vu comme beaucoup plus à gauche et est beaucoup plus à gauche que l'université Lyon 3. Et donc, vu qu'il est pro-pal, il a présenté sa démission parce qu'il a vice-président. Est-ce que tu peux m'envoyer un article, Hyperdot-Star, si tu as un article? L'université Lyon 2, le vice-président démissionne et dénonce un harcèlement dû à ses opinions sur le Moyen-Orient. Willy Beauvalet-Haddad, mais je crois que je l'avais comme prof en plus, Willy Beauvalet. Il s'appelait pas encore Haddad, mais je crois que j'ai eu Willy Beauvalet, je l'ai eu comme prof. Attendez, je vais voir sa tête. Et il me semble qu'il a des lunettes, il est dégarni, genre une calvitie comme moi. Je l'ai eu.
Voilà, Willy Beauvalet. Vous savez, c'est exactement cette description que je vous ai dit. Et donc, de vives tensions continuent de traverser l'université Lyon 2 plus d'un mois après l'interruption des cours d'un professeur spécialiste du Moyen-Orient. Le vice-président Willy Beauvalet Haddad a présenté sa démission. Dans un courrier adressé à ses collègues que BFM a pu consulter, celui-ci assure être victime du harcèlement et d'une campagne de dénigrement public. Et là, qu'est-ce qu'il en dit Bernard Rougier? Comment ça se fait que l'université qui est dominée par l'islamo-gauchisme, Willy Beauvalet a dû démissionner en raison des pressions qu'il a subies? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que Bernard Rougier, qui vient là dire « Ah non, mais il faut défendre la liberté d'expression et le pluralisme », ne devrait pas, pour être cohérent avec ses idées, venir défendre Willy Beauvalet Haddad pour qu'il puisse exprimer ses opinions? Et comment ça se fait que l'université qui serait maintenant dominée par les islamo-gauchistes, il y a le vice-président qui a dû démissionner? Voilà, comment ça marche dans sa tête? Comment il analyse ça? Et est-ce que c'est une bonne chose? Depuis un mois, les tensions s'accumulent à l'université Lyon 2. Le 1er avril, Pascal Balanche, géographiste spécialiste du Moyen-Orient, a été interrompu en plein cours par une vingtaine d'étudiants masqués affiliés au groupe Lyon 2 autonome. Ce dernier reprochait notamment au professeur également conseiller municipal LR. Voilà, alors moi je ne crois pas à la neutralité de l'université. Ma différence avec Rougier, c'est que je suis pas en mode l'université ça doit être neutre et il doit avoir une pluriversalité, une diversité des opinions, en mode il y a l'extrême gauche donc il doit avoir l'extrême droite. Moi ça dégage, ok? Je crois pas à la neutralité, je crois pas à tout ça. Je pense que l'université est un lieu de rapport de force et je pense que la gauche doit gagner le rapport de force. Donc qu'un droitard pro-Israël soit interrompu dans son cours, je m'en bats les couilles. Par contre qu'un gauchiste soit obligé de démissionner, moi ça me fait chier. Tu vois, je crois pas à la neutralité, je suis pas neutre. Ses propos sur l'islamo-gauchisme au sein de l'université et ses positions pro-Assad concernant la Syrie. Il s'était également opposé à ce qu'un repas collectif soit organisé dans une salle du campus pour rompre le jeûne du Ramadan. Ah bah dis donc, je suis pas du tout triste qu'on ait interrompu son cours. Pas du tout, je vous le dis. L'iftar solidaire entre étudiants précaires. Ah, en plus, attendez, c'était même pas genre juste une soirée de rupture du jeûne, c'était aussi un truc de solidarité avec les étudiants précaires. Mais quel immense demeure il faut être pour se dire je suis opposé à la rupture du jeûne à l'université, surtout dans un truc solidaire. Frère, qu'est-ce qui te dérange là-dedans? On m'a dit d'aller voir les prises de position. Alors, il dépose un recours administratif pour avoir été écarté le décembre 2014 de la candidature à un poste de maître de conférence à l'Institut politique de Lyon. C'est-à-dire que depuis 2014, il fait chier le gars. Ok. Il fustige une vision totalitaire de la recherche, un islamisme rampant. Waouh. Un néo-féminisme radical. Ah oui, on est sur ce type d'individu, les gens. Je suis désolé, de plus en plus, je suis en mode soutien total à ceux qui ont perturbé son cours. Soutien total. Un islamo-gauchisme dont il se dit victime et qualifie l'écriture inclusive de dogme. Le dogme que tu n'es pas obligé de suivre, il n'y a même pas de pression de ouf à l'université qui impose l'écriture inclusive. Frère, tu veux pas le faire, tu veux pas le faire, c'est tout, arrête. Oh là là. Dans le milieu soumis à une idéologie totalitaire, un terrorisme intellectuel. Non mais il utilise tous les mots. Totalitaire, terrorisme, néo-féminisme. Allez, il essaye de faire peur. En 2016, il accompagne des personnalités d'extrême droite. Mais comme on est étonné, dont André Berkoff, Thierry Mariani et Julien Rochdy en Syrie. Waouh. Et c'est ce type-là dont Bernard Rougier veut prendre la défense. Mais que ça dégage de la fac. Et attends, mais Bernard Rougier qui dit ouais les militants, la gauche, le problème c'est qu'ils sont militants. Il est pas militant lui? Pourquoi t'as pas précisé que ouais bon il a été interrompu mais il faut aussi préciser que c'est pas un chercheur neutre, c'est un chercheur militant. Pourquoi là t'as oublié la précision que il est pote avec Rochdy, il est pro-Assad, il est anti-féministe, voilà. Comment ça se fait que t'as oublié ce détail? Toi l'universitaire neutre, je sais pas, ça me semble bizarre Bernard. Voilà, si tu peux me donner la réponse Bernard. Alors à l'invitation de l'organisation Al-Karma dirigée par Ala Chaoui, proche du régime de Damas et en coopération avec les SOS chrétiens d'Orient. Alors, et en contre-occasion, Bachar el-Assad. Lors de la guerre civile syrienne, il s'est présenté comme une voix discordante. Il a dit avoir été accusé par la grande majorité des islamologues français d'être pro-Assad. Ceux dont il se défend s'affirmant réaliste. Oui, bon, pro-Assad. Allez, on va prendre au sérieux le fait que tu es réaliste. Ok. Mais, dans les faits, ta position réaliste vient à être pro-Assad. Donc, je comprends pas comment tu peux critiquer les gens qui disent que tu es pro-Assad. Parce que, quelle que soit la justification de ta position, au final, tu soutiens Assad. Je comprends pas ce truc. Non, je suis juste réaliste. Ok, mais donc tu soutiens Assad. Fabrice Balanche estime que la Syrie était surpeuplée en 2011 par rapport à son économie et que, selon lui, ce serait une cause majeure de la révolution. Waouh, attendez. Ça me fait un peu peur. Il y a un gars un peu fasciste qui dit ouais, mais le problème de la Syrie, c'était surpeuplé.
et qui était pro-Assad, les gens, pour moi, il y a un peu un côté en mode, il y aurait peut-être besoin de diminuer la population, je pense. Ça fait peur. À propos du déplacement de l'exil des Syriens, il évoque la perspective d'une Syrie aérée d'une dizaine de millions de personnes. Comme objectif atteignable en quelques années qui, selon lui, ne dérange nullement Assad. Mais on est dans un fasciste pur et dur. Et il y a Bernard Rouget qui vient défendre ce gars en mode, c'est bien. Il y a des gens qui sont morts et il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui sont réfugiées. Il est en mode, c'est bien. Ça a vécu la Syrie comme ça, on sera aéré. Ouh, on respire là, hein. On respire sans tous ces gens. Hein. Mais c'est normal que ce gars soit viré de l'université. Et d'ailleurs, Bernard Rougier, toi qui condamnes l'islamo-gauchisme parce que ce serait du militantisme à l'université, bah là, tu devrais être du côté de ceux qui sont opposés à ce prof. Parce que ce prof est un militant et en plus un militant fasciste. Donc si tu étais en cohérence avec tes idées de rigueur académique et de neutralité universitaire, eh ben, tu devrais être avec ceux qui disent que ce prof ne doit plus exercer. Si tu étais cohérent, sauf que ce qui te dérange, c'est pas que les gens soient militants. Ce qui dérange, c'est que ce soit des militants de gauche ou d'extrême gauche. Parce que les militants de droite ou d'extrême droite, tu vas les défendre. On fera le Instagram. Balanche n'a rien à faire à Lyon 2. Mardi 1er avril, nous avons interrompu le cours de Fabrice Balanche pour dénoncer ses prises de position inacceptables sur la Palestine et la Syrie. Parce que là, il est grosso modo en train de dire, bon bah c'est pas grave, comme ça. De toute façon, la Syrie était surpeuplée, donc c'est bien qu'il y ait moins de monde en Syrie. Oui, ils ont été évacués et ils ont été tués. Ok. Surtout, nous exigeons qu'il cesse d'enseigner à Lyon 2 et de propager ces discours racistes et génocidaires. Balance est connu pour ses positions coloniales concernant la Palestine, parlant de Gaza comme d'une menace existentielle pour Israël. Bernard, pourquoi t'as rien dit, Bernard? Oh, Bernard, mettant sous silence le contexte colonial et déshumanisant des Palestiniens qui ne font pour lui que manipuler par le Hamas. S'il qualifie le 7 octobre de 11 septembre israélien, aucun mot n'est prononcé pour plus de 50 000 morts palestiniens. Pierre Fabrice Balance, tout en étant payé par l'Université Lyon 2, affirme sur la déportation des Palestiniens de Gaza. C'est l'un des scénarios qui résoudra le problème du Hamas, puisqu'il se cache et prolifère au milieu de cette population civile. Et ça, après, les gens, allez regarder le stream que j'ai fait avec Mathieu Rigouste. Je vais vous le mettre là parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues alors que ça mérite plus de vues. Mathieu Rigouste rappelle que ça, c'est la doctrine française. La doctrine française, c'était pendant la guerre d'Algérie. Vous vous rappelez, il y avait Mao qui disait que le révolutionnaire doit être dans le peuple comme un poisson dans l'eau. En gros, il doit être accepté par le peuple et il doit pas être, on ne doit pas pouvoir le repérer. Il doit pouvoir se fondre dans le peuple. Donc ça, c'était la doctrine de Mao. Et c'était ça la doctrine qu'ont adopté les révolutionnaires, que ce soit au Vietnam ou en Algérie. Et donc, quelle a été la réponse contre-révolutionnaire des militaires français? Ah ouais, il doit être comme un poisson dans l'eau, donc on va vider l'eau. Donc l'Israël est en train d'appliquer une doctrine française. C'est exactement ça en Palestine, et notamment à Gaza. En mode, on n'arrive plus à dissocier les résistants de la population, les résistants sont dans la population et tout, on va tout vider. On se prend pas à la tête, on vide l'eau. Allez, ça dégage. Les Français ont fait ça en Algérie et Israël fait ça maintenant à Gaza, en Palestine. Excellent Tolki, oui, c'était mon favori de la saison. Il était très bien. Très bien. Et j'ai chapitré, les gens, je chapitre à chaque fois les Tolki oui pour que vous alliez voir des passages qui vous intéressent. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de regarder les 2 heures. Mais c'est vraiment excellent. Pour moi, il est absolument à regarder. Allez, on revient sur Rouget, qui est, lui, pour la neutralité. Hein. Il défend le prof, là, pour neutralité. Il y a des influences intellectuelles. Il y a ce qu'on appelle le wokisme, l'influence d'Edouard Saïd. Pourquoi il pope Edouard Saïd là-dedans? Pourquoi? Attendez, pourquoi il y a Edouard Saïd qui pope là-dedans? Le wokisme, Edouard Saïd. Ok, je sais pas pourquoi il s'est dit Edouard Saïd. Ça, tu pourrais prendre, parce qu'en plus des universitaires qui ont eu un engagement politique, en France, t'en as eu plein. Et qui étaient en mode, on peut pas être neutre. L'université est comme le reste de la société un enjeu de pouvoir. Tu vois, tu pourrais citer Deleuze, tu pourrais citer plein de gens. Non, Edouard Saïd. Oui, il drop un nom arabe par racisme. Oui, allez, let's go. Ces gens-là considèrent que le problème, ce sont les chercheurs, ce sont les orientalistes, c'est le regard orientaliste. Ah, c'est ça. En gros, en mode, à cause de... Non mais attendez. Là, sa position, c'est à cause de Edouard Saïd, on peut plus faire notre travail. Parce que Edouard Saïd, il a dit qu'on était orientaliste. En fait, c'est juste que Edouard Saïd a visé juste. Edouard Saïd a visé tellement juste que Bernard Rouget, qui est orientaliste, se sent visé par Edouard Saïd. Oui, parce que tu as une lecture orientaliste.
20 ans après sa mort, Edouard Saïd a toujours visé juste. Et le gars, veut dire, qui se sent morveux se mouche. Il a exactement fait ça, Bernard Rougier. Il se sent visé par Edouard Saïd, donc il est en mode non, mais c'est pas normal parce qu'à cause de Edouard Saïd, on nous traite d'orientaliste. Oui, t'es orientaliste. Et qu'il n'y a pas de problème en dehors des récits qu'on peut faire sur, par exemple, les groupes islamistes. Que la critique, elle doit porter sur la production intellectuelle de ceux qui ne pensent pas comme les autres. Sachant qu'en plus, Edouard Saïd, tu peux pas lui reprocher d'être islamiste, quoi. Je veux dire, déjà, Edouard Saïd n'était pas musulman et il n'était pas fondamentalement pro-Hamas, Edouard Saïd, tu vois. Donc, je comprends pas, même pas cette critique. À aucun moment, Edouard Saïd a dit que non, il faut pas critiquer l'islamisme. Et donc, vous voyez, on a ici une volonté de corriger, en quelque sorte, les livres, les auteurs qui ne rentrent pas dans le rang. Dans la tête de Bernard Rougier, les gens qui le critiquent, c'est forcément parce que ce sont des méchants gauchistes. Et comme ce sont des méchants gauchistes, il n'y a rien d'intéressant dans leur critique. C'est juste du seum. C'est juste du seum et de l'idéologie contre lui, l'universitaire rigoureux. Chez les acteurs de cet islamo-gauchisme, il y a une stratégie. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont de bonne foi avec eux et qui considèrent que l'exécutif n'a pas à se mêler de la vie universitaire, sans voir que la vie universitaire, son pluralisme est elle-même menacée de l'intérieur. Ah oui, parce que là, il a une position bizarre, parce qu'il est pour la neutralité de l'université, mais il demande... Et ça doit être apolitique, mais il demande au gouvernement d'intervenir dans l'université pour faire respecter cette neutralité. Mais donc, il y aura un point un peu bizarre, monsieur Bernard Rougier, c'est que le gouvernement, on est d'accord qu'il n'est pas neutre. Donc, c'est bizarre quand même de demander au gouvernement d'intervenir pour garantir la neutralité de l'université. C'est que tu sais très bien que le gouvernement, il est dans ton orientation idéologique et qu'en fait, il va juste favoriser ton angle d'analyse, quoi. Il y a derrière une stratégie d'infiltration, d'influence qui passe par le champ intellectuel. C'est vraiment, les gens, on est dans les années 30, c'est vraiment le judéo-bolchevisme, vraiment le complot des musulmans qui s'allient par intérêt avant de les tuer avec les gauchistes pour infiltrer les sphères de pouvoir. C'est une dinguerie qu'on ait ça maintenant à heure de... Je veux dire, tu as des chercheurs qui peuvent librement te dire ça sans trembler des genoux. En mode, il y a un complot. Il y a un complot. C'est les protocoles des sages du Sion. Et où l'université doit être neutre, elle doit être indépendante du pouvoir. Exactement. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que l'université est connue, l'université française, pour sa forte politisation. Là aussi, c'est ce que dit aussi le ministre. Mais vous, ce que vous décrivez, c'est finalement un changement de nature. Oui, qu'elle ait été politisée, c'est vrai, mais elle a quand même su, notamment dans les années 70-80, malgré sa politisation, maintenir du pluralisme. Ah putain, moi j'aimerais bien revenir avec des profs comme dans les années 70-80, des grandes figures de gauche, quoi. Je suis désolé, mais là, moi, le problème par rapport aux années 70-80, c'est que l'université est beaucoup moins engagée. Il y a qui comme universitaire militant? Il y a rien. Comme universitaire vraiment engagé dans la lutte politique, t'as qui? T'as Frédéric Lordon, et c'est tout. C'est-à-dire, moi j'aimerais bien qu'on revienne dans les années 70. Hein. Bernard Friot, mais il est plus universitaire maintenant, Bernard Friot. Mais je veux dire, on les compte sur les doigts de la main, hein, les universitaires vraiment engagés en politique. Tu forces un peu, Wissam, mais t'as raison. On en a une dizaine en gros. Et à droite, regardez le nombre d'universitaires de droite qui passent à la télé pour dire des conneries de droite. Et c'est pas des bons universitaires, hein. C'est ça, c'est aussi le souci. Hein. Mais t'en as pas mal. Hein. Le fait qu'ils tiennent une partie de l'université, les recrutements, font que les jeunes étudiants vont choisir plutôt des sujets sur l'islamophobie d'État. Oh là là, non mais ça, en plus, ça ce qui m'énerve, c'est il a fait la distinction entre les choix des étudiants. Regardez sa petite manipulation de petit con. Il dit, les étudiants vont être plus attirés par des sujets comme l'islamophobie ou l'islamophobie d'État. Moi, je veux bien le croire, mais parce que les étudiants sont plus à gauche, les étudiants ont conscience, dire historiquement, plus t'es jeune, plus t'es à gauche, tendanciellement, et aussi, je pense que ceux qui sont à l'université, ça va être plus des gens de gauche qui ont cette sensibilité-là, et c'est pas les profs qui les poussent à faire une étude sur l'islamophobie, c'est les étudiants eux-mêmes qui ont envie de faire des études sur l'islamophobie, tu vois, d'analyser l'islamophobie d'État et tout. Par contre, ce qu'il dit pas, c'est où vont les financements. Et les 10 dernières années, si tu voulais être financé, il y avait un sujet qui marchait de ouf, et dans lequel Rougier est notamment, c'est la radicalisation et l'islamisme. Parce que c'est très bien de centrer sur le choix des étudiants, et les étudiants vont avoir des sujets de gauche. Ok, allez. Mais où sont les financements et quels sujets sont les plus financés? Radicalisation, islamisme. C'est là où tu vas avoir de l'argent. Et c'est là où tu vois qui détient vraiment le pouvoir au sein de l'université. L'un des effets de cette prise de pouvoir à l'université, c'est que le mot même d'islamisme est plus ou moins récusé, comme étant un mot finalement peu scientifique. Je suis d'accord. En fait, mais le terme pour être scientifique, il faut juste bien le préciser. Par contre, vous utilisez tellement islamisme à toutes les sauces et avec une analyse que je trouve biaisée,
que ça devient un problème. Mais le but même de la science, les gens, c'est de critiquer les termes et que les termes soient plus précis. Sauf qu'il faudrait qu'il nous donne son terme précis de qu'est-ce que c'est l'islamisme. Quand tu utilises islamisme pour parler par exemple de Médine, il y a un problème. Est-ce qu'il y a tant de chercheurs qui étudient l'islamophobie? J'y crois moyen. Il n'y en a pas tant que ça, mais déjà parler de race à l'université, c'est compliqué. Mais tu as le travail de Marwan Mohamed et de Abdelali Ajat, islamophobie. Il y a aussi un autre, Awes Seniger, qui travaille sur ces sujets-là et qui est très bien. Il faudrait que je l'invite, un de ces quatre, Awes Seniger, pour parler de l'islamophobie et tout. Des stratégies de pouvoir, des stratégies intellectuelles, des stratégies d'influence qui font qu'à l'avenir, on risque d'avoir de moins en moins de travaux sur ces acteurs islamistes, sur leur soutien politique étranger. Ça, mais t'as 150 livres dessus. Arrêtez, toi, Micheron, Kepel, Bergeau, là, Florence Bergeau, Becler, là, je sais pas quoi. Je veux dire, on est inondé de livres sur l'islamisme, la radicalisation, le danger des musulmans, les réseaux fréristes. Arrêtez. C'est juste que si les chercheurs vont pas là-dedans, c'est parce que l'enquête montre que on est en train d'exagérer leur influence, on est en train d'exagérer leur pouvoir. Il y a même eu un rapport de l'État sur ça. Qu'est-ce qu'il vous faut de plus? J'évoquais tout à l'heure Frédérique Vidal, c'était quand même en 2021, il y a 4 ans, et elle avait promis à l'époque qu'une enquête serait menée. C'était suite à l'époque, oui. Souvenez-vous, à des incidents à l'université de Sciences Po Grenoble. Cette enquête finalement n'a jamais vu le jour. Oui, le CNRS avait protesté. C'est quand même, je veux dire, attendez, il y a quand même Rougier qui va s'insurger contre le fait que l'État vienne faire une enquête en essayant de trouver des islamo-gauchistes. Déjà, il y a un problème dans ton enquête, c'est que tu pars du principe, il y a Dominique Vidal qui dit il y a des islamo-gauchistes à l'université et je vais faire une enquête sur ça. Donc le problème, si tu es un chercheur un peu rigoureux, tu te dis mais est-ce que tu pars pas déjà avec des conclusions? Est-ce que tu vas pas chercher absolument des islamo-gauchistes pour prouver le bien fondé de ta position? Déjà, rien que les prémices, les débuts, c'était très problématique. Mais j'espère que Bernard Rougier voit le problème de l'État français. D'ailleurs, en plus, pour aller viser les chercheurs qui critiquent l'État français, il y a l'État français qui dit je vais faire une enquête sur vous. J'espère que Bernard Rougier, pour la rigueur académique, pour la neutralité de l'université et pour son indépendance, va s'opposer à ce qu'il y ait une enquête menée par l'État pour aller chercher les islamo-gauchistes et les frères musulmans à l'université. Parce que ce serait très grave. Vous vous rendez compte que c'est un truc fasciste, l'État qui vient contrôler l'université. Oui, mais il faut bien le faire. C'est-à-dire que dès que vous aurez le début de cette démarche, vous aurez les présidents d'université, l'association des présidents d'université, la majorité de mes collègues qui vont pétitionner. Oui, mais pose-toi la question. Comment ça se fait que la majorité des chercheurs vont faire une pétition pour dire que c'est un scandale? Là, elle est en train de dire, oui, mais attention, parce que vous allez avoir des protestations. Mais il faut résister, les gars. Il faut résister contre les protestations de ces chercheurs-là, de ces gauchistes-là. Mais il ne se pose pas de question pourquoi ses collègues sont opposés à cette enquête. Dire que c'est une honte et une atteinte à leur liberté. Parce que c'est une honte et c'est une atteinte à la liberté universitaire. C'est quand même grave. Il y a l'État qui va dire, vous faites vos recherches, c'est non. Non, ça dégage. Donc, il faut que ça soit fait dans un contexte plus apaisé, à travers des travaux, des preuves. Si vous voulez, moi, je peux montrer très facilement qu'un certain nombre d'intellectuels, de directeurs de recherche au CNRS, de professeurs d'université ou de maîtres de conférences, non seulement conseillent un certain nombre de groupes. Attendez, là, on est d'accord qu'il est en mode, moi, je peux collaborer, hein. Waouh! Là, il a fait un appel du pied à l'État en mode, si vous voulez, je suis là, je peux balancer plein de trucs. Et je peux le dire très facilement, mais fais ta démonstration, frère. Fais ta démonstration de collabo, de qui tu parles. Mais là, il a fait un appel du pied au gouvernement en mode « Hey, moi, je suis une salope qui peut collaborer si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Moi, je fais direct. Direct, j'ai déjà préparé ma liste. Alors lui, c'est un islamo-gauchiste, c'est un islamo-gauchiste, c'est un islamo-gauchiste. Et voilà, je peux le prouver. Il peut pas le prouver. Il a rien. Non seulement conseille un certain nombre de groupes religieux islamistes, mais s'associe au processus de décision. Attends, mais là, à l'écouter, t'as l'impression qu'il y a des chercheurs qui sont en mode à parler à Daesh, qui sont en train de parler à Daesh ou, je sais pas, à des groupes de salafistes pour dominer la France. Mais non, on est où? Mais gars, qu'est-ce que t'attends pour nous faire la démonstration? Frère, pourquoi t'attends que l'État le fasse? Fais-nous la démonstration, vas-y. Moi, je veux voir ça. Tu te rends compte que le truc de fou que t'as, je veux dire, le gars, il est en train de nous dire, je peux vous faire facilement la démonstration. Facilement, hein. Il n'a même pas besoin d'effort. Facilement. La démonstration qu'il y a de l'islamo-gauchisme et que des grands professeurs d'université sont en train de conseiller des groupes religieux.
Et il le fait pas. Mais ce livre, mes gars, tu te rends pas compte de la vague que tu pourrais faire? Qu'est-ce que t'attends pour le faire? Fais-le, s'il te plaît. C'est facile en plus. Qu'est-ce que t'attends? Tu te rends compte la thune que tu pourrais te faire? Et même politiquement, parce que là, tu es en train de dire qu'il y a un danger d'islamo-gauchisme en France. Tu pourrais sauver la France, apparemment. Bah, fais-le. Tu sais, on dirait c'est vraiment le truc du mytho. Là, je pourrais le faire. Ah, si j'ai envie, je peux le faire, mais juste, j'ai la flemme. Non, mais je fais ça facilement. Je peux courir le 100 mètres en 5 secondes, mais la flemme. Facile, mais la flemme. Je le fais pas. Hein. Et sont dans une situation même plus de complaisance, mais d'accompagnement. Ah là 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 là. Ouais, les professeurs d'université, moi je les ai vus à la mosquée avec les frères Muses. Ils étaient en train de dire comment contrôler la France. Ouais. À la mosquée, j'ai vu Bernard Friot à la mosquée de Saint-Denis et il était en train de prier aussi. Hein. Il était en train de prier et ça se voyait qu'il avait pour but le califat mondial. Ça se voit. Et ça, c'est un chercheur, hein, c'est un scientifique. Hein. Et genre, lui, il fait pas de politique là. Là, il est neutre. Des preuves de cela? Oui, bien sûr. Quel type de preuves? Ah, bah, il y a un certain nombre de photos, un certain nombre de déclarations. Des photos. Il a des photos de, par exemple, je sais pas, Julien Talpin avec un imam. J'en ai plein des preuves, j'ai des photos. J'ai des photos où on voit un chercheur avec un musulman en fait. Le gars il est ultra barbu, voilà. Ça va être aussi la photo de Louis Boyard avec le barbu derrière lui là qui regardait méchant. Ouais, il regardait la photo. Ça c'est des preuves de l'islamisme. C'est assez maigre comme preuve. Tu peux nous les montrer? Tu peux nous dire des exemples? Tu parles de qui? Est-ce que tu peux nous citer quelqu'un s'il te plaît? Cite-nous une personne. Parce que là, ça me semble très maigre hein, ce que tu es en train de faire. Hein. Certains restent plutôt discrets quand même sur leur engagement militant. D'autres le revendiquent tout à fait en considérant que ça correspond à leur définition du métier d'universitaire. Mais qui? Est-ce que tu peux nous donner des noms, s'il te plaît? Depuis le début, tu nous as dit ils, eux, ils s'en cachent pas, il y en a plein qui font ça. Qui? Un certain nombre de photos. Oui, non, mais tout est flou. Tout est flou et il est sociologue. Sociologue et surtout lui ce qui l'intéresse, rappelez-vous hein, depuis le début ce qui l'intéresse c'est la rigueur scientifique. Moi j'ai été élevé dans la distance critique. Ah là 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 là, vous la sentez bien sa distance critique? Il dit ah non mais j'ai des photos hein. J'ai des photos qui prouvent l'islamo-gauchisme et que des chercheurs sont en train de collaborer avec des musulmans. Hein. Lecture de Max Weber, l'effort pour évidemment pour tendre vers l'objectivité. Non mais c'est... Les gens, plus je l'écoute, plus je me dis qu'il est médiocre. Mais il est médiocre. Mais le niveau de nos professeurs, le niveau de nos chercheurs. Je suis moins choqué par son racisme que par sa médiocrité. J'ai lu Weber. C'est encore heureux, t'es chercheur, encore heureux que t'as lu des articles de Weber sur la neutralité, tendre vers la neutralité. C'est L1. L1 sociaux, on te fait lire Weber et la neutralité. Travaillant sur le réel, d'apporter les preuves de ce qu'on dit, comme étant non pas une traduction de ce que je veux montrer, mais une traduction de ce qui existe. Et donc, c'est les photos. Et donc, sur ce livre, il m'a montré les photos. Il va dire, regardez, ça, c'est une photo de Julien Talpin avec un musulman. Donc, c'est la preuve qu'il collabore l'islamo-gauchisme, les frères musulmans, les réseaux, la charia. On a beaucoup insisté, au long de ma formation à Sciences Po Paris, sur le travail empirique. Cette nouvelle sensibilité considère que de toute façon, il n'y a que des récits sur le monde, que le monde objectif... Mais prouve, s'il te plaît, montre-nous des preuves, montre-nous par des preuves empiriques ce que tu racontes. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu attends pour détruire le travail de ces chercheurs qui n'est pas un travail scientifique? Toi qui maîtrises la scientificité, toi qui maîtrises la rigueur académique, qu'est-ce que tu attends pour nous le montrer de manière empirique? Parce que là, on est d'accord que là, ta démonstration, elle n'est pas empirique. Là, on est juste obligé de te croire sur parole. Tu es juste en train de nous dire qu'il y a des chercheurs, ils disent ça. Mais montre-le nous. Au lieu de nous raconter ta vie, montre-le. N'existe pas, il n'est que ce qu'on va en dire, et par conséquent, il faut en dire autre chose pour que ce monde change. Ça, voilà, c'est faux, c'est faux. Là, c'est vraiment, ils appellent comme, c'est quoi ce sophisme? C'est le truc de paille, non? L'homme de paille. C'est-à-dire faire porter des propos ridicules à une personne pour dire que ses propos sont ridicules. Oui, mais c'est toi qui les portes. Montre-nous la preuve de ça. Qui dit ça? Quand? Dans quel livre? Où? Voilà, quelle page? Voilà. Est-ce que tu peux nous citer des sources? Là, normalement, le journaliste, qui serait un journaliste qui ferait son travail, la première question, c'est qui? Voilà, la première question à poser, c'est ah bon, quel chercheur? Dans quel livre? Vous avez vu ça dans quels travaux? Quels travaux présentent ce manque de rigueur scientifique? Mais on évoquait par exemple cette étude. À qui faudrait-il la confier selon vous? Ah, à moi.
il a déjà déposé sa candidature. Il a dit qu'il avait toutes les preuves. Si on l'a confié au CNRS, le problème, c'est qu'une partie des gens du CNRS sont eux-mêmes l'acteur du processus qui... Oh là là. Là, il est quand même en train de dire que le CNRS est islamo-gauchiste. Hein. Et que donc, si on veut faire une enquête sur le CNRS, il ne faut pas la confier au CNRS. Il ne faut pas la confier aux islamo-gauchistes. Ok, à la rigueur. Mais donc, il faut le confier à eux. Donc, il faut la confier aux gens qui sont déjà en train de dire « Non, mais il y a des islamo-gauchistes. » Donc, confier l'enquête à ceux qui ont déjà leur conclusion. Ouais. T'es malin, toi. Toi, t'es malin. Il faudrait un comité d'universitaires hors de soupçon, ou en tous les cas suffisamment... Et c'est qui le comité d'universitaires hors de soupçon, Bernard Rougier? Quels sont ces universitaires hors de soupçon, selon toi? Pluralistes, ayant suffisamment d'autorité pour travailler sur le phénomène, montrer les rapprochements, les proximités entre les intellectuels, les universitaires et les mouvements militants. Bah, excuse-moi, mais est-ce que lui, par exemple, est-ce qu'il n'y a pas un réseau, il a défilé, il allait voir Assad, SOS Chrétien d'Orient, Rochdi, républicain, conseiller de LR, est-ce qu'il n'y aura pas une enquête à faire sur lui? Monsieur Bernard Rougier, je comprends pas. Pourquoi tu ne vises que l'extrême gauche? Florence Bergeau-Blacker est au CNRS, pourquoi il chiale? Oui, non mais le CNRS c'est islamo-gauchiste, c'est tout. Ceux qui sont pas d'accord avec eux, ils sont islamo-gauchistes. Et ils n'ont aucune rigueur intellectuelle, aucune rigueur scientifique, aucune rigueur académique, parce que la rigueur académique, intellectuelle et scientifique est de leur côté. Une partie du problème, ce sont évidemment les financements européens, ce qu'on appelle les ERC, European Research. Là, je vous rappelle, allez voir la vidéo que j'ai faite sur le rapport des frères musulmans. Vous verrez que, voilà, on voit les financements et tout, là, au niveau européen. Voilà, cette vidéo, les frères musulmans. Une organisation des frères musulmans. C'est une vidéo un peu longue, 1h22, mais je vous promets que ça vaut le tour parce qu'on regarde le rapport et tout, et on voit à quel point c'est ridicule. Et je pense que beaucoup de gens se sont indignés en mode « Ah, c'est dangereux, regardez, le rapport a montré qu'il y a du salafisme, du frérisme un peu partout, alors que le rapport est ridicule de A à Z. C'est grave. » Voilà. Et je pense que Bernard Rougier, je suis persuadé que Bernard Rougier a aidé pour le rapport. On est tous maintenant devenus des entrepreneurs, tous nous universitaires. Notre mission consiste à trouver de l'argent. Une partie de cet argent provient de l'Europe. L'Europe va financer des travaux sur l'islamophobie. Alors lui, son problème, c'est qu'on fasse des travaux sur l'islamophobie. Il trouve qu'il y a trop de travaux sur l'islamophobie. Pas assez sur l'islamisme et trop sur l'islamophobie. Dites-vous le niveau de racisme de ce mec. Va travailler sur l'inclusion, sur l'altérité, sur la construction de l'autre. Voilà à peu près depuis une vingtaine d'années. Ah là là, tous ces sujets woke, là, il y en a marre. Vous pétez les couilles avec l'autre, avec l'inclusivité, avec le pro... c'est bon, là. On peut parler de l'islamisme et des étrangers. On peut parler de ça. Vous diriez justement que l'Europe est finalement le cheval de Troie de cette guerre de basse intensité contre la France, pour reprendre l'expression de l'anthropologue. Oh là là. L'Europe, le cheval de Troie des islamistes. Il y a tellement de choses à dire sur l'Europe, sur l'Union européenne, sur tout le truc non démocratique, sur les politiques d'austérité, sur le truc que von Leyen, là, elle décide des choses à notre place, on peut rien faire. Non, pour eux, le problème de l'Union européenne, c'est que c'est le cheval de Troie des islamistes pour faire une guerre de basse intensité à la France. C'est dingue. Asselineau l'avait pas vu. Asselineau, il a fait toute une critique de l'Union européenne, mais par contre, il n'avait pas tenté le truc. Ouais, le problème de l'Union européenne, c'est que c'est un projet islamiste. Il y a quelques années, j'avais été chargé de faire un audit des travaux de l'Union européenne en sciences sociales. Je l'avais fait avec Gilles Kepel. Ouais, bon, il l'a fait avec Gilles Kepel. Hein. Voilà son pote, hein. Gilles Kepel. Voilà. Mais je vous avais déjà dit au début, c'est un peu sa sphère d'influence, ses copains, Gilles Kepel, Micheron et tous ces islamophobes-là. Et on avait été frappé par, évidemment, le caractère extrêmement politique de tous les sujets qui avaient été, de tous les programmes, de tous les dossiers qui avaient été financés par l'Union européenne, en considérant que on peut tout à fait travailler sur les représentations, les stéréotypes, c'est tout à fait légitime, à condition de laisser aussi du pluralisme dans l'université. À condition de laisser aussi les idées d'extrême droite être étudiées, en fait. Ok, vous parlez et on revient à ce que j'ai dit depuis le début, la position de Bernard Rougier, c'est ok, on finance des idées racistes. Non, ok, on finance des idées antiracistes, mais alors la pluralité,
ça doit être de financer aussi des idées racistes. 50 000 euros pour les idées racistes, 50 000 euros pour les idées antiracistes. Voilà. Comme ça, tout le monde est content. Il y a 3 semaines, on a eu cette interview de Bernard Rougier, les preuves de son existence. On n'a eu aucune preuve de son existence. Quelles ont été les preuves dans cette interview de l'existence de l'islamo-gauchisme? Par contre, on a les preuves de l'existence des islamophobes à l'université et les islamophobes hors de nos luttes. Non, c'est plutôt hors de nos universités, mais aussi hors de nos luttes. Les islamophobes hors de nos universités. Et je soutiens toutes les manifs et toutes les bordélisations de cours des profs islamophobes. Continuez les gars, vous avez raison. Continuez. Les islamophobes, les racistes, les pro-génocidaires et tout, ça dégage de nos facs, hors de nos facs.